Le roman n'est pas un genre, au moins pas au début du XIXe siècle. Après une telle affirmation hardie, vous voudriez peut-être aller dîner tout de suite, c'est peut-être une bonne idée, et me laisser avec mes idées saugrenues. J'essayerai toutefois de vous présenter mes recherches sur le phénomène transgénérique à l'époque du romantisme français, recherches qui font partie de ma thèse soutenue récemment à Poznań. Dans ma communication, je voudrais proposer une approche du roman qui soit doublement biaisée. Tout d'abord, je voudrais questionner le vocable même de genre, tel qu'il apparaît dans la théorie littéraire et dans le dictionnaire, aussi au début du XIXe siècle. Deuxièmement, je voudrais attirer l'attention sur les genres rhétoriques et sur leur lien avec le roman, tel qu'il se pratiquait dans un certain romantisme dans les années 1830. Ce que je veux soumettre à la réflexion, c'est l'idée selon laquelle le roman au début du XIXe siècle ne serait pas un genre à proprement parler. C'est pour deux raisons principalement. Premièrement, c'est parce que c'est la rhétorique et non pas la poétique qui, à la charnière de siècles, se servait du vocable genre. Et deuxièmement, suivant toujours les auteurs du XIXe, c'est parce qu'on peut considérer le roman aussi comme une branche de l'art oratoire. Dans le premier romantisme, il y a une confusion générique entre les genres poétiques et les genres rhétoriques qui a laissé, selon moi, une trace sur la pratique romanesque. Cette confusion générique est peut-être même à l'origine de l'apparition de la forme moderne du roman. Situé entre le discours oratoire, le drame, l'épopée, la satire et plusieurs autres genres, le roman est originairement transgénérique. Ici, je voudrais me concentrer sur les affinités entre le roman et les trois genres rhétoriques, à savoir le délibératif, le judiciaire et le démonstratif. À mon avis, ce lien entre la poétique et la rhétorique n'est pas négligeable lors d'une réflexion sur les genres du roman. Mais avant d'en arriver là, je voudrais questionner la notion de genre pour légitimer en quelque sorte ma réflexion sur le lien entre le roman et le genre oratoire. Je voudrais commencer par rappeler cet avis au chercheur qu'Alain Vaillant a exprimé dans son Histoire littéraire. Dans le chapitre consacré au genre, Alain Vaillant souligne l'impropriété de l'application de la théorie contemporaine de genre à la réalité textuelle d'une époque historique donnée. Il avertit que l'historien de la littérature doit se méfier de cette notion. Et là, je cite, « La première préoccupation de l'historien de la littérature sera donc de considérer d'un point de vue historique la notion même de genre, ainsi que ses applications précises, pour en mesurer la relativité et la variabilité. Il vérifiera alors que la littérature a pu aussi bien se passer de genre qu'elle a fait de la littérature elle-même. Ensuite seulement, il se demandera quelle peut être la signification historique du genre, c'est-à-dire en quoi le genre permet ou non de mieux comprendre le phénomène de l'histoire littéraire. » Fin de citation. Alain Vaillant et Émilie Pézard, de sa part, l'ont bien démontré. Le romantisme français ne dispose pas d'une vraie théorie des genres littéraires dans notre acception de ce terme. Bon, déjà, si notre acception, si ça existe. Au début du XIXe siècle, la notion de genre reste floue. Il serait donc erroné de croire que soit les classiques ou soit les romantiques se servaient de la notion de manière précise et bien définie, comparable à celle des théoriciens de nos jours. En fait, de l'Antiquité jusqu'au XVIIIe siècle, on ne se servait pas de la notion de genre pour parler de la tragédie ou de la comédie, encore moins pour parler de roman. Dans les traités poétiques de la Renaissance et ceux du XVIIe siècle, on utilisait de préférence les vocables forme ou espèce de la poésie ou du poème, conçu comme une catégorie supérieure et englobant différents types de poèmes comme tragédie, épopée ou ode. Les théoriciens classiques ne semblent pas très préoccupés de définir la catégorie centrale dont ils se servent. Souvent, au lieu d'articuler les dépendances entre les genres et les espèces ou les sous-genres, les théoriciens se contentent d'une simple énumération empirique de formes de poésie. Boileau ne procède pas autrement dans son deuxième champ de l'art poétique, dans lequel il énumère les petits genres, comme il dit l'élégie, ode, sonnet ou ballade.
Il ne se soucie pas d'un éventuel principe de classification. Cela ne veut pas pourtant dire que le mot genre n'existe pas. Du Moyen Âge à l'âge classique, l'appellation générique renvoie donc non pas à la comédie ou à la tragédie, mais à 3 autres partages au sein de la réflexion sur le langage littéraire, ce qui reflète déjà une grande hétérogénéité dans l'approche à la question du genre. Comme l'a remarqué Mireille Massé dans son anthologie Le genre littéraire, le genre renvoie soit à la triade stylistique, donc on a le genre bas, moyen et élevé, soit à la triade modale, donc on a le genre narratif, le genre mimétique et le genre mixte, soit à la triade rhétorique, délibératif, judiciaire et épidictique qui vont m'intéresser particulièrement ici. Regardons maintenant du côté des dictionnaires pour compléter cet examen. La première édition du dictionnaire de l'Académie française de 1694 propose les définitions rhétoriques, grammaticales et stylistiques, mais à cette dernière acception se mêle, à côté du souvenir de Cicéron, une exception beaucoup plus familière et vague. Et là je cite, « Genre se prend aussi pour le style et la manière d'écrire. Genre sublime, genre simple, genre médiocre. Cet homme a un genre d'écrire noble et élevé. Il excelle en ce genre d'écrire. » Fin de citation. L'acception du mot genre est donc floue, assez floue. À côté du sens de la roue de Virgile, fort teintée de la rhétorique, on retrouve l'acception courante. Donc genre n'est qu'un autre mot pour la manière. Quant à l'appellation littéraire, on continue à parler de poème ou de poésie. Le dictionnaire de l'Académie de 1762 n'apporte pas de grands changements dans la conception littéraire du genre. L'entrée « genre » renvoie soit à l'acception rhétorique, soit à des manières ou des styles. Alors, on parle de nouveau du genre sublime, du genre simple ou du genre médiocre, en reproduisant toujours la doctrine cicéronienne. On ajoute aussi, toutefois, une signification du domaine de la peinture. Ainsi, on a, je cite, « la manière, le goût particulier dans lequel travaille un peintre ou un sculpteur ». Fin de citation. Malgré ce silence du dictionnaire, qui est toujours un peu en retard par rapport à ce qui s'est fait dans la littérature, justement, les pratiques littéraires avaient bien évolué pendant ce demi-siècle en contribuant à l'apparition de genres mixtes, particulièrement foisonnants dans le théâtre. Enfin, le dictionnaire de 1798 apporte une nouveauté. Le sens de la peinture de genre se clarifie par rapport à l'édition précédente qui ne mentionnait que de manières individuelles de peintres. Là, j'en viens à encore 2 examens de dictionnaire. Le dictionnaire universel de la langue française de Boist de 1823 propose une certaine clarification du concept de genre. Dans la première acception du mot, il n'est plus confondu avec l'espèce. Et là, je cite, « genre, ce qui est commun à plusieurs espèces, divisé en espèces ». Ce n'est qu'ensuite que Boist note les acceptions plus anciennes. Donc on a espèce, sorte, manière, donc les exemples de même genre, genre de vie, genre de mort. Ensuite, manière d'écrire, partie du discours oratoire. Il est à noter que Boist ne renvoie pas à l'ancienne doctrine de 3 genres styles, donc genre sublime, simple, médiocre. Ces remarques sont beaucoup plus descriptives et ne sous-entendent aucune norme dans la manière d'écrire, ce qui est assez curieux quand même. En revanche, dans le dictionnaire de belles-lettres, ouvrage plus spécialisé du même auteur, paru en 5 volumes entre 1821 et 1824, Boist réserve la des nominations génériques au seul genre rhétorique. Donc on a le délibératif, le démonstratif, le judiciaire, qui ont droit à des entrées très longues, très bien fournies en exemples, pendant que les genres poétiques sont sous-représentés et qualifiés de, toujours, espèces de poèmes. Tout comme Marmontel dans ses éléments de littérature, Boist mélange dans son exposition les notions de rhétorique et de poétique, en accordant cependant un net privilège à cette première discipline, donc à la rhétorique.
Pour sa part, le dictionnaire de l'Académie de 1835, tout en conservant les acceptions anciennes, ajoute une définition du domaine des beaux-arts. Là, je cite, « Il s'est dit encore dans les beaux-arts de chacune de leurs parties ou divisions. Par exemple, cet écrivain a excellé dans plusieurs genres. Il voudrait embrasser tous les genres. » Fin de citation. Aux énumérations des éditions précédentes s'ajoute une acception qui ressemble à la division générique un peu plus contemporaine, mais elle manque décidément d'exhaustivité et reflète plutôt les genres de la poétique néoclassique de la fin du XVIIIe siècle. Et ainsi on a, je cite, le genre épique, le genre didactique, le genre descriptif, le genre comique, le genre tragique. Fin de citation. Curieusement, dans la sous-entrée des beaux-arts, se trouve aussi l'ancienne définition rhétorique. Donc ainsi, la rhétorique divise le discours oratoire en 3 genres, le démonstratif, le délibératif et le judiciaire. Il importe également de souligner une signification individualiste du genre qui prend le relais de la perspective purement normative. Désormais, on peut être créateur d'un genre. Je cite, « Cet écrivain a un genre d'écrire assez bizarre. Son genre est simple, élégant. Il s'est créé un nouveau genre, un genre original. » Donc je pense qu'on a un élément de réponse pour la question si Léodex a pu fonder un genre arostatique qui lui soit propre. Donc le dictionnaire le permet en tout cas. Cette analyse de dictionnaire me permet de tirer 3 conclusions. Premièrement, tous les ouvrages accordent un net privilège à une acception rhétorique de la notion de genre. L'acception purement littéraire est rare et relève plutôt d'une compréhension familière du mot. Donc, genre est synonyme de manière. Deuxièmement, on constate l'absence d'un point de vue global sur la notion de genre. La définition du mot ressemble toujours au vieil éparpillement de formes et de styles que j'ai évoqué au sujet de poétique de la Renaissance et du classicisme. Mais contrairement aux formes poétiques héritées de la théorie classique essentialiste, aucune réflexion n'essaye de coordonner les différentes acceptions du vocable en question, ni d'y mettre de l'ordre ou une quelconque hiérarchie. Les différents types de genres coexistent paisiblement dans le dictionnaire. Il apparaît que genre renvoie à une réalité textuelle forte et hétérogène, où se mêlent les exceptions rhétoriques, poétiques et stylistiques, ce qui ouvre la possibilité de divers transferts catégoriels que l'on rencontre effectivement dans la littérature de l'époque. Troisièmement, on peut présumer qu'avant même la clarification moderne du concept de genre, il y a déjà un brouillage générique, une transgénéricité fondamentale qui s'opère non seulement à l'intérieur de genres poétiques, c'est-à-dire par exemple la tragédie qui emprunte à la comédie, mais aussi entre les genres poétiques et rhétoriques, c'est-à-dire la tragédie classique par exemple, elle accueillait parfaitement bien les genres rhétoriques et déjà ces recherches ont été menées pour le XVIIe siècle, entre autres par Gilles Desclercq ou Marc Fumaroli. Par conséquent, je voudrais émettre l'hypothèse suivante. Pour décrire pleinement le phénomène de la transgénéricité romantique, il faudrait peut-être prendre en compte les genres rhétoriques. Cette hypothèse me semble d'autant plus justifiée que l'absence de poétique normative du roman a provoqué, chez certains auteurs à la charnière du néoclassicisme et du romantisme, l'inclusion du genre romanesque dans le domaine de la rhétorique. Tel fut, par exemple, l'avis de Charles Nodier, auteur non seulement de l'histoire du roi de Bohême, mais aussi d'un petit traité bien oublié intitulé « Cours de belles lettres », dans lequel Nodier a assigné le roman à l'art oratoire et non pas à l'art poétique. D'ailleurs, dans le chapitre notions préliminaires de son cours, Nodier définit l'art oratoire en le comparant explicitement au roman. Je cite, « L'art oratoire comprend tout ce qui appartient à l'éloquence, à l'explication des sciences, à la narration des choses arrivées et même de certaines choses fictives, comme dans le roman. » Donc c'est la fiction et la narration
opposé au mode mimétique théâtral, qui constitue le point commun entre le roman et le discours oratoire. Par la suite, le roman est envisagé par Nodier comme une partie de l'art oratoire, et c'est là pour plusieurs raisons. La première, peut-être superficielle, est que le roman soit écrit en prose. Ça paraît banal, mais je pense que pour quand même la théorie néoclassique, ce ne l'est pas tant que ça. Hein. D'ailleurs, le partage nodierien, il n'est pas tout simplement binaire. Il va nuancer ses propos, mais je ne vais pas peut-être m'arrêter là-dessus. Hein, mais il conserve en tout cas cette définition. Deuxièmement, encore, ça peut être une déception, c'est parce que le roman sert, selon Nodier, à instruire. Donc, il a une finalité persuasive. Et là, ici, on retrouve l'éternel Horace avec ses préceptes littéraires. Mais en tout cas, c'est mon pari. Hein, poursuivre, parti peut-être aussi, hein, poursuivre la réflexion de Nodier, considérer le roman comme un discours oratoire. Vous pouvez demander si l'autorité de Nodier est vraiment suffisante pour aller si loin. Qu'est-ce qui permet d'analyser le roman romantique sous cet angle-là, hein? Ne voulait-il pas, les Hugo, les Nodier, les Musset, en finir avec la rhétorique et avec tout cet ancien outillage conceptuel? Je répondrai oui et non. Hein. S'ils finissent avec les vieilles nomenclatures, les romantiques, d'après moi, hein, ne finissent pas aussi facilement avec le caractère oratoire de leur littérature. Alain Vaillant a proposé comme césure l'an 1830 pour parler du remplacement de la littérature discours, fort tentée de rhétorique, par la littérature texte qui évacuerait le modèle oratoire. C'est dans le même histoire littéraire. Il me semble toutefois que cette frontière est un peu plus poreuse. Avant 1830, il y a des romans intransitifs. Après 1830, on continue aussi à écrire des romans discours. Il y a encore une autre raison pour laquelle je me permets d'analyser les œuvres de romantique sous l'angle rhétorique. Paul Bénichou a parlé du sacre de l'écrivain. Tout ça, c'est très bien connu. Le poète, le romancier se voit en grand, il s'assigne des fonctions gigantesques dans la société du XIXe siècle. Il parle, il blâme, il monte à la tribune comme Hugo ou Lamartine. Ils font de leur littérature une tribune sociale. Ils sont en quelque sorte, de temps en temps, hein, des orateurs. Mes recherches m'ont conduite à forger le terme concomitant, en quelque sorte, au sacre de l'écrivain, et qui est le sacre de l'orateur qui est à la fois l'écrivain. Hein. Ce processus, bien sûr, aussi s'enracine dans la pensée néoclassique. Il faut le penser sur le long terme. Je ne vais pas m'arrêter là-dessus non plus. Les romanciers romantiques tels que Vigny, Nodier, Musset, Balzac ou Hugo incorporent dans leurs œuvres des discours apodictiques, délibératifs et judiciaires, à des degrés différents et dans des buts différents. Parfois, c'est pour faire rire et parodier les anciens usages de la langue. C'est notamment le cas de Nodier et de Balzac, à la fois dans ses romans et dans ses contes. Parfois, pour participer sérieusement dans des débats qui agitent la société. C'est surtout le cas de Vigny, de Hugo, et encore une fois de Balzac. Les genres rhétoriques peuvent structurer la fiction romanesque. Et pour parler de genre là maintenant, rhétorico-romanesque, on prendrait en compte non pas tant un critère thématique, comme c'est le cas pour établir le roman maritime ou le roman militaire, mais un critère discursif, un peu plus formel, ancré toutefois dans l'esprit d'époque. Si on se souvient que la rhétorique connaissait une véritable renaissance sous la Restauration, ce qui a été prouvé par les travaux de Françoise Douai-Soublin. Donc, dans cette optique, on pourrait parler premièrement du roman apodictique ou démonstratif, exploité entre autres par Balzac. Bon, je pense par exemple aux scènes de la vie privée, mais bon, il y en a tant d'autres. On peut penser à Vigny de Servitude et grandeur militaire.
Mais encore une fois, les exemples foisonnent. Je vais m'arrêter par la suite sur juste un exemple. Deuxièmement, du roman délibératif. Selon moi, de loin, le plus exploité, et c'est là jusqu'à la fin du 19e siècle, même plus tard, dans les romans à thèse du 20e. Il me semble que ce modèle soit le plus adapté au roman en soi. Et troisièmement, finalement, du roman judiciaire, souvent exploité, entre autres, dans la littérature contre la peine de mort. Je pense là ici au cas de Hugo, qui est exemplaire, et qui est d'autant plus intéressant qu'il combat le modèle justement de littérature judiciaire rhétorique. Juste une dernière remarque, avant de proposer une très courte analyse d'un texte. Je voudrais souligner que la rhétorique, elle ne rentre pas telle qu'elle, crue, scolaire, dans le roman de romantique. Je vais essayer d'indiquer la touche romantique dans les différents usages de genre rhétorique dans le roman. Le genre oratoire, comme je disais, le plus exploité par le roman, c'est le genre délibératif. Et je voudrais proposer une brève analyse de Stello de Vigny. J'ai choisi ce roman parce que il est, selon moi, un des rares cas où la prédomination d'un seul genre rhétorique, du genre délibératif, est vraiment très visible. Bon, dans d'autres cas, dans d'autres romans, on rencontre parfois tous les trois genres qui peuvent coexister paisiblement. Donc c'est aussi une question de dominante et non pas vraiment d'une quelconque essentialisme. J'ai encore une dizaine de minutes. Donc dans son roman Stello, Alfred de Vigny a recours à l'éloquence délibérative pour débattre, comme vous savez très bien, du rôle du poète dans la société moderne et de sa place par rapport aux hommes de pouvoir politique. Le poète Stello est tenté de s'engager dans la politique quelque temps après la Révolution de 1830. Le docteur Noir essaye de l'en dissuader à l'aide de 3 récits à thèse démontrant l'ingratitude de chaque type de pouvoir politique envers le poète. Le docteur est un habile logicien, orateur, ce qui constitue un des paradoxes de ce livre dédié à l'éloge de l'imagination, quand même, et de l'indépendance de l'écrivain, mais qui lui-même a servi à des fins persuasives et politiques. Le roman, qui, selon certains critiques, ouvre la voie à la modernité littéraire, est lui-même encore soumis à la démonstration et à l'éloquence. En fait, il y a une tension entre le but persuasif et le but romanesque de l'œuvre, tension observable également dans les différentes interprétations de Stello. Jacques-Philippe Saint-Géran l'a noté. Parmi les critiques, là je cite, « Les uns se plaisent à souligner que Stello est un récit romanesque, quand les autres n'y voient que l'application modernisée de schémas du dialogue platonicien. Les premiers insistant sur la part d'imagination qui s'inscrit au cœur de chaque nouvelle, les seconds allant directement au centre de l'idée générale du projet. » Fin de citation. Selon moi, cette hésitation générique, est-ce un roman, est-ce un dialogue philosophique, est délibérée de la part de Vigny. Son livre est soutenu à la fois par un projet poétique et par un projet rhétorique. Le roman thématise le processus de la naissance de la persuasion exercée par le biais de la fiction. Le roman de Vigny a pour sujet une consultation entre le docteur Noir, médecin des âmes, et le poète Stello, en proie à un spleen dont le symptôme est la volonté de se dévouer pour une opinion politique et de dicter des écrits dans l'intérêt d'une sublime forme de gouvernement. Fin de citation, c'était une citation de Vigny. Afin de guérir son patient de cette maladie de l'âme, le docteur Noir a recours à 3 petites anecdotes. Pour convaincre son patient, ce n'est pas une argumentation antimématique que le docteur Noir a recours. Au contraire, il développe ses arguments en forme d'exemplum. Gilles Desclercq a expliqué l'usage et la spécificité de ce genre de preuves.
pendant que l'antimème relève d'une argumentation plus rigoureuse et contraignante, menée dans le cadre d'un débat relativement formalisé, l'exemple d'un moindre degré technique s'apparente davantage aux preuves subjectives et il est adapté surtout à l'éloquence délibérative et publique, où il joue un rôle d'un modèle d'action puisé dans le passé, ce qui est exactement le cas du roman de Vigny. Le pouvoir de l'exemple se fonde moins sur le raisonnement que sur le pouvoir sensoriel de l'image, et c'est pourquoi il mobilise plus facilement les passions oratoires. Le roman de Vigny illustre bien cet usage pathétique de la preuve oratoire. Le docteur Noir influe surtout sur les passions du patient, qui s'identifie chaque fois au héros du récit rapporté et souffre par procuration de ses douleurs. J'ai encore un peu de temps. Non. J'ai l'impression que j'ai pas vraiment beaucoup de temps pour développer tout ça. Donc je vais peut-être... je pense que c'est un peu trop compliqué pour vraiment le développer. Donc je vais arriver tout de suite à mes conclusions, en fait, sans vous avoir réellement montré comment ça fonctionne dans ce roman. Je pense que vous les connaissez tous déjà si bien que peut-être ça vaut pas la peine. J'arrive tout de suite à mes conclusions. Donc, si on prend en considération le genre rhétorique dans le roman, dans le romanesque, on arrive à la conclusion d'une généricité surtout multiple et aussi partielle, parce que, comme vous pouvez vous en douter, les genres rhétoriques se marient parfaitement bien à tous les autres genres qu'on a évoqués ici. On les retrouve dans le roman d'analyse, dans le roman de mœurs, très souvent, surtout le délibératif est adapté pour des fins tout à fait plus particulières. Donc, je souscris aussi à des conclusions qui ont été déjà dites ici, et même en ouverture de ce colloque. Donc, tout texte romanesque est forcément hybride. Et c'est plutôt une question de dominante et non pas d'essence, si on veut réfléchir aussi, si on veut inclure le genre rhétorique dans la réflexion sur le romanesque. Et on peut se demander, finalement, pourquoi j'en parle, pourquoi j'invente tous ces trois genres nouveaux. Est-ce que je suis juste une théoricienne, un peu comme les théoriciens un peu fous du 19e qui veulent classifier à tout prix, qui veulent ajouter encore du sien dans ce brouillage générique total. Je répondrai que, oui, c'est un peu la folie, mais de l'autre côté, en lisant cette littérature, on s'aperçoit assez clairement, selon moi, que en fait, il y a cette topique rhétorique au sein même de romans, parfois dans le théâtre, dans la poésie également. Donc là, on arrive à une transgénéricité totale. Elle existe, elle est employée par les auteurs romantiques sciemment. Ils ont une formation rhétorique, ils vont l'employer. Donc c'est peut-être utile de pouvoir le voir, et je pense que cette réflexion permet de mieux cerner déjà la topique d'un texte, et permet mieux de comprendre, de réfléchir sur les moyens de persuasion qui sont toujours là dans cette littérature du 19e. Voilà, merci.